Et je vais pouvoir vous faire la présentation maintenant de notre invité tout spécial ce matin. Donc, Monsieur Deo Nyonguru est ingénieur agronome et conseiller stratégique sur les questions de développement. Il se consacre depuis 1985 à aider les petits paysans d'Afrique centrale à améliorer leurs conditions de vie. En RDC, il a créé le programme de développement rural qui s'appelle Tomisbi Kisa, qui veut dire en lingala « Sauvons-nous nous-mêmes », un programme d'appui à l'autopromotion des paysannes et des paysans. En 1997, Deo rejoint l'organisation CSAILD au Cameroun et c'est en 2004 qu'il retourne au Burundi et découvre un pays plongé dans le fatalisme d'une grande pauvreté. Il crée l'organisation ADISCO, qui a pour but d'accroître l'autonomie des paysannes et des paysans. Développement épais soutient le travail d'ADISCO depuis 2010. Je veux remercier Deo qui a accepté de devancer sa présentation aujourd'hui. Comme j'expliquais en début de rencontre, ça devait être des présentations pour nos groupes de travail qui recrutent des partageants. Et enfin, d'en faire une rencontre, puisque nous avons aussi un webinaire anglophone cet après-midi, une journée toute spéciale pour être à votre rencontre et que vous puissiez communier avec nos partenaires. Deo a accepté de devancer sa présentation, donc je le remercie chaleureusement de sa disponibilité. Donc, on serait prêt à vous entendre de M. Nyonguru. Deo? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les diapos sont aujourd'hui disponibles. Oui, c'est la Deo. Et je ne les vois qu'en petit mode, en fait, c'est ça mon problème. Ça va. Le seul qui est sur l'écran, c'est quand moi j'ai parlé un peu de notre logique de partenariat. Alors, c'est à vous. On va avancer un petit peu les diapos, Marie-Hélène, pour se rendre Non, mais à la c'est ça. Ah, c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. Oui, ce n'est pas... Enfin, cette diapo-là, ce n'est pas la dernière diapo, mais ce n'est pas grave. Je n'arrive vraiment pas à voir la diapositive. Elle est trop petite. Elle est dans un coin, et donc elle n'est pas visible. Si tu cliques sur le boîte, là, ça pourrait devenir plus large. On espère. J'essaye. J'essaye, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. OK. Êtes-vous confortable de commencer, puis nous, on va regarder qu'est-ce qui serait le meilleur. On va tenter de vous suivre, Deo. Oui. Oui, tout à fait. Je vais partir de ce qui est le diapo originel. Super. Et donc, d'abord, je voudrais vraiment vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de courage dans ces moments difficiles que vous vivez. Je sais que vous êtes confinés et que vous acceptez de travailler en ces moments difficiles. C'est un message d'encouragement et de félicitations pour toutes les personnes qui s'engagent. Comme je l'explique, le début de notre travail à ADISCO, il est malheureusement assez bien. D'abord, un travail de partenariat. Un développement épais et ADISCO ont des valeurs partagées. Et ces valeurs, c'est d'abord la solidarité avec les couches modestes de la population. C'est le combat pour la justice sociale, pour la justice écologique, pour les valeurs chrétiennes, pour le renforcement d'un mouvement social. Il s'agit non pas seulement de travailler sur le développement matériel, mais aussi sur le développement de valeurs, sur le développement de justice. Et ce travail prend du temps. Développement épais soutient véritablement le noyau du travail d'ADISCO.
qui est celui du renforcement du mouvement coopératif. C'est un travail dans la durée. Le partenariat entre ADISCO et Développement et Paix a commencé en 2011. L'autre caractéristique importante du partenariat entre Développement et Paix et ADISCO, c'est l'écoute mutuelle. Les planifications des projets ne sont pas basées sur des idées de Développement et Paix ou d'ADISCO, mais sur les priorités des populations. Les échanges et les évaluations que nous menons très régulièrement ensemble permettent d'adapter les projets, de nous adapter également à des contextes qui sont très mouvants. Ce partenariat va au-delà de l'argent. ADISCO a déjà participé à plusieurs rencontres avec Développement et Paix dans lesquelles se discutaient des thématiques importantes de notre travail. Cette relation aussi va au-delà des personnes, que ce soit à Développement et Paix ou à ADISCO. Les personnes en charge des programmes ont évolué et la relation partenariale n'en a pas souffert. Comme vous pouvez le voir, vous qui avez accès à la vidéo, notre motto, c'est « Empowering Communities », c'est-à-dire renforcer les communautés. C'est bien ça, l'essence même de notre travail. L'origine de l'ADISCO, c'est ma révolte en 2004, comme vous l'avez entendu dans la biographie. J'étais en haut cadre dans une ONG internationale au Cameroun, après 32 ans d'exil, et j'ai été obligé de rentrer enterrer mon père. Et là, j'ai découvert dans le voisinage de la maison de chez nous, 2 cousines, en fait 2 femmes, 2 cousins plus exactement, qui étaient en train de mourir parce qu'elles ne pouvaient pas trouver 200 francs burundais. Alors, 200 francs burundais, c'est 0,1 $. À ce moment-là, je prends la décision de démissionner. Et c'est comme ça qu'avec des collègues rapatriés, surtout des intellectuels, il faut le dire, nous décidons de créer ADISCO. La condition pour devenir membre était de souscrire aux valeurs qui ont été définies plus haut et à l'analyse stratégique et faire preuve dans son vécu d'un engagement attesté pour la cause de la solidarité nationale ou du développement. Chaque personne devait prouver par un acte d'engagement combien il avait contribué là où il était, soit au développement, soit à la solidarité. Les éléments cardinaux de l'analyse à l'époque étaient une pauvreté immense. Le Burundi est un des 3 derniers pays sur l'indicateur de développement humain. C'était aussi la mendicité qui était renforcée par l'aide humanitaire et évidemment la cohésion sociale qui avait éclaté suite à 13 ans de guerre civile. La vision de l'ADISCO, c'est l'avènement de collines solidaires, prospères et dignes, et les valeurs que défend l'organisation sont les suivantes: la solidarité, la dignité, le respect pour tous, l'intégrité, l'empowerment, la viabilité et durabilité, la promotion de toute la famille et la promotion du culte de l'effort. Je vais m'attarder un peu plus sur la mission d'ADISCO parce que cela permet de comprendre en très peu de mots ce que nous voulons construire. La mission d'ADISCO est celle-ci: accompagner l'émergence et le développement d'un mouvement social national. Il s'agit bien de construire des mouvements sociaux capables de porter son propre développement. Donc, dans l'espoir qu'à terme, il soit capable de s'autofinancer au moins en partie et d'influencer les politiques au profit des couches modestes de la population. Donc, ADISCO ne travaille pas uniquement sur des actions concrètes
de développement, il en fait beaucoup, mais surtout, il voudrait travailler, et il travaille effectivement sur la transformation sociale, sur du plaidoyer politique au profit des couches modestes de la population. Adisco comprend que pour vaincre la pauvreté, il faut passer par une approche holistique. Il n'est pas possible de vaincre la pauvreté en donnant un peu d'engrais, un peu de chèvre. Non. Et nous ne pourrons que le répéter. La pauvreté est le fruit, et c'était très bien dit dans la prière, la pauvreté est le fruit de plusieurs mécanismes. Et c'est pourquoi Adisco mène plusieurs programmes parallèles, dont le premier est un programme d'appui à l'autopromotion. Le second, puisque le Burundi, l'Afrique d'ailleurs, dans sa grande majorité, sont des pays agricoles. Donc le second, c'est un programme d'appui aux exploitations familiales intégrées et aux mouvements coopératifs. Le troisième, c'est un programme d'appui à la protection sociale et aux mouvements mutualistes. Le quatrième, c'est un programme d'appui à l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, et au mouvement des jeunes entrepreneurs. Le suivant, c'est un programme transversal, donc, qui est dans tous les programmes. C'est un programme de plaidoyer politique. Et enfin, nous avons créé un centre de formation pour les leaders sociaux qui porte le nom de l'Université populaire Haguruka. Haguruka en Kirundi signifie « lève-toi ». Le premier programme, c'est un programme d'appui à l'autopromotion. Comme je le disais tout à l'heure, la guerre civile, 13 ans de guerre civile, ont contribué à détruire ce que l'homme a de plus fondamental, c'est-à-dire la dignité, et cela par la gratuité. Il a détruit aussi la solidarité. Les solidarités locales qui existaient avant la guerre ont été évidemment mises à mal et suite au conflit, la méfiance, sinon la haine entre les gens. Pour nous, en tout cas, la cause fondamentale de la pauvreté n'est pas le manque d'argent et de la technologie. Les problèmes fondamentaux auxquels sont exposées les populations très pauvres d'Afrique sont d'abord le fatalisme, c'est-à-dire la perte de confiance en soi, le fait de penser qu'il n'y a plus moyen de s'en sortir. Et à ce moment-là, on se remet au miracle. Si vous venez en Afrique, les églises sont bondées, non pas parce qu'il existe forcément une foi profonde, mais parce que les personnes se sont convaincues qu'elles ne peuvent rien elles-mêmes pour se sauver. C'est une situation extrêmement grave. Si ce n'est pas alors par les miracles, on va chez les féticheurs, on croit que c'est à travers la sorcellerie et le fétichisme que l'on pourra être sauvé. Et dans le désespoir, on plonge dans l'alcoolisme. La cause profonde de la pauvreté aujourd'hui est clairement l'exploitation des plus pauvres par les riches, pour dire que c'est l'injustice. Les autres éléments, c'est aussi nous, les agents de développement. Dans un pays comme le Burundi, qui a bénéficié beaucoup de l'aide humanitaire, on rencontre des approches de développement extrêmement contradictoires, au point que les populations ne savent pas ce qu'il faut laisser et ce qu'il faut prendre. Le fatalisme, le fait qu'on a perdu l'estime de soi, conduit presque toujours à l'extraversion culturelle. C'est-à-dire que les personnes pensent que c'est seulement des systèmes venus de l'Occident, des modèles venus de l'Occident qui peuvent les sauver. Et par conséquent, toute sa vie, on la passe à singer le modèle occidental qui est jugé comme étant l'idéal planétaire. Un élément fondamental est que l'argent ne conduit pas toujours à l'amélioration des conditions de vie.
Il existe parfois des moments de l'année où il y a beaucoup d'argent, y compris dans les milieux pauvres. Cet argent, en général, ne dure que quelques semaines et il est retourné assez rapidement en ville sans améliorer les conditions de vie. C'est pourquoi nous distinguons l'argent dignifiant et l'argent pour l'argent. Vous le comprenez, les questions aussi profondes ne se règlent pas par des programmes triennaux qui distribuent juste un peu d'engrais, un peu de crédit aux populations, qui apportent juste un peu d'eau et croire qu'ils ont terminé leur travail. Le travail de développement devient un travail de très, très longue haleine. Les pistes que nous utilisons dans le cadre de ce programme, c'est la formation psycho-humaine. La formation psycho-humaine, c'est une formation sur laquelle j'ai longuement travaillé pour essayer d'aider les gens à retrouver l'estime de soi. Il s'agit donc d'un travail de transformation inspiré de plusieurs sources, africaines en partie, mais aussi un petit peu de la théologie de la libération, sans en épouser forcément tous les contours. Et l'autre élément important, c'est l'appui à la mobilisation des ressources endogènes via des petits groupements que nous appelons les IGG, c'est du Kirundi, c'est des groupes d'entraide et d'autopromotion. Aujourd'hui, ADISCO appuie 3300 de ces groupes, de 27 000 ménages, soit plus ou moins 160 000 personnes, dont 492 IGG, soit 4038 ménages soutenus avec l'appui de développement et paix, soit 25 000 personnes. Le second programme, c'est le programme d'appui à l'agriculture, je pourrais dire, donc aux exploitations familiales intégrées et au mouvement coopératif. Chez des paysans pauvres, comme ceux du Burundi, et d'ailleurs d'autres pays d'Afrique, les monocultures sont véritablement dévastateurs. C'est pourquoi nous faisons la promotion de systèmes vivants et vivifiants, des systèmes agroécologiques et qui soient résilients au changement climatique. C'est ce que nous appelons les exploitations familiales intégrées, dont en dessin, une image est fournie à droite. Il s'agit, grâce au mouvement coopératif, d'améliorer la part des paysans dans les chaînes de valeur. La réussite la plus emblématique, c'est la chaîne de valeur café, dans laquelle nous avons appuyé les paysans à créer à DISCO 13 coopératives, mais nous sommes dans un groupe beaucoup plus large, dans lequel il y a 40 coopératives de café. La plupart ont acquis un label commerce équitable, Fair Trade, UTZ, et progressivement un label organique. Cela permet d'avoir une plus-value de 20% sur les marchés internationaux. Parmi ces coopératives, 40 sont faits avec un appui, 5 sont faits avec un appui de développement AFP. Tout cela, toutes ces coopératives, nous avons réussi à les structurer en une union qui s'appelle UHACOM, Union Haguruka des coopératives multifilières. Et donc, nous disons bien multifilières. Comme l'image vous le montre, c'est des associations entre culture vivrière et du café pour se rassurer à la fois que les populations peuvent améliorer leur nutrition. Le pays a des taux de malnutrition les plus élevés, parmi les taux les plus élevés au monde. Et donc, c'est un grand défi. Et dans un pays où, sans terre, pratiquement, la moyenne de terres cultivées est simplement d'un demi-hectare.
Le troisième, donc, vous comprenez par là que nous cherchons à créer un mouvement coopératif qui non seulement, comme on le verra plus loin, exerce non seulement une action de développement, enfin de croissance, on pourrait dire, mais aussi une action de plaidoyer, comme nous le verrons plus loin. Le troisième programme, c'est un programme d'appui à la protection sociale et au mouvement mutualiste. Ce programme, nous l'avons commencé avec les associations des caféiculteurs. Les paysans pauvres étaient obligés de vendre leur café sur le pied, c'est-à-dire ne perçoivent pratiquement qu'un tiers de la valeur de la récolte. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que cela représente, c'est-à-dire quand une personne tombe malade, elle n'a pas les moyens de se faire soigner, cette personne devait pratiquement vendre un bien productif et se paupériser définitivement. Donc, un programme de protection sociale, comme on l'a évoqué au début de ce webinaire, c'est quelque chose de fondamental pour éviter que les gens ne tombent dans la précarité suite à la maladie. Pour l'instant, nous appuyons 27 mutuelles de santé regroupées en 5 unions. Elles soignent aujourd'hui pratiquement 32 000 personnes. Et une des meilleures réussites, c'est que le taux d'utilisation des services de santé modernes ont été multipliés par 4. Quand nous avons commencé ce programme en 2008, en moyenne, les gens n'allaient à la formation, au centre de santé qu'une fois tous les 2 ans. Aujourd'hui, les personnes y vont 2 fois par an. Un élément important, c'est que les coûts moyens des services des mutualistes a été divisé par entre 1,5 et 2. Ce phénomène, alors, la fréquentation des formations sanitaires a augmenté, mais les coûts moyens d'utilisation des services ont baissé parce que les personnes peuvent accéder plus rapidement aux soins. En termes techniques, on parle de la suppression de la barrière financière qui permet aux gens de fréquenter plus régulièrement les services. La Fédération des mutuelles de santé des caféiculteurs est aujourd'hui à pied d'œuvre. Elle s'est mise en place et constitue notre stratégie pour une stratégie exit, comme on dit, une stratégie pour en sortir, pour autonomiser l'action. La FEMISCABU, en partenariat avec nous évidemment, a réalisé un travail formidable de plaidoyer politique, notamment sur la politique nationale de protection sociale, sur le blocage d'une loi de gestion de l'assurance maladie par une société belge et d'autres que je vais évoquer plus loin. Le programme qui suit, c'est un programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes qui se réalise dans une entité que nous appelons la Maison de l'entrepreneur. 90% des jeunes qui terminent les études au Burundi n'ont pas d'emploi dans le secteur formel. Ces personnes sont obligées généralement de rentrer dans l'agriculture, mais le pays, je vous l'ai dit, n'a pratiquement pas de terre. Les superficies agricoles sont très petites, en demi-hectare par ménage. 30% de la population agricole n'a pas 20 arts de terre. Le chômage, ça je ne le répéterai jamais assez, c'est certainement la principale menace de la paix aujourd'hui en Afrique. Le chômage des jeunes. Les jeunes sont récupérés par des partis politiques, ils sont manipulés, ils rentrent dans les bandes armées. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question du chômage des jeunes en Afrique, et en particulier au Burundi, il est presque impossible d'espérer la paix. C'est vrai que ce n'est pas la seule chose, mais les politiciens auraient des difficultés à manipuler
les populations, les jeunes qui ont un emploi. Il y a 4 actions que nous menons. D'abord, de l'appui à l'entrepreneuriat agricole, de l'appui à l'entrepreneuriat non agricole, l'amélioration de l'employabilité et le plaidoyer pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on a réussi à lancer 4 728 jeunes. On a inséré dans l'emploi formel plus ou moins 200. On a réussi à faire adopter une politique nationale de l'emploi des jeunes, une stratégie nationale de l'emploi des jeunes, des initiatives de renforcement de la coexistence pacifique en période électorale en 2010 et on est en train de le faire également en 2020. Nous n'avons pas pu le faire en 2015 parce que les élections de 2015 se sont passées dans un contexte de violence extrêmement important. Aujourd'hui, on soutient 1073 unités de production informelle, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on appelle en France, en tout cas, les TPE, les toutes petites entreprises, et 56 micro-entreprises, les micro-entreprises étant des unités qui ont un chiffre d'affaires de 2 700 € et qui créent au moins 2 emplois en permanent. Nous soutenons aussi 10 coopératives artisanales de ces jeunes. Comme je voulais expliquer, nous avons mis en place un centre de formation coopérative et leadership, comme il s'appelle. Il s'appelle l'Université populaire à Gourouka. C'est un centre de formation des leaders sociaux, des mouvements coopératifs, des mouvements mutualistes. Un peu moins des jeunes, mais quand même. Les jeunes sont sur des modules de formation moins éducation populaire, mais plutôt plus entrepreneurial, qui sont développés dans les incubateurs un peu partout dans le monde. C'est aussi un centre de recherche-action sur des thématiques qui améliorent le vivre ensemble et le vécu du monde rural. Aujourd'hui, on a diplômé 420 leaders et ces leaders sont les véritables ferments du changement social, économique et politique. Un peu trop aujourd'hui social et économique, peut-être pas assez politique, mais cela commence à venir. Et d'ailleurs, le nouveau programme de DP va permettre justement de renforcer ce rôle plus politique de ces leaders. Ces leaders aujourd'hui sont extrêmement sollicités. Nous avons aussi aujourd'hui terminé et publié 11 recherches qui sont conduites avec les paysans et qui impactent le monde rural. C'est évidemment aussi l'université qui fait toutes les publications que certaines connaissent. Et c'est l'occasion de rappeler qu'Adisco a un site internet qui est bien adisco.org que vous pouvez visiter et où vous pouvez découvrir un peu mieux notre travail. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. On ne voit pas comment on pourrait arriver à autonomiser cette université, ce centre de formation paysan. Ce serait très difficile. Ces paysans ne sont pas en mesure de payer. Et la réflexion actuellement en cours, c'est de développer en parallèle des formations diplômantes classiques et payantes. Comme je vous l'ai expliqué, on travaille à la fois sur le technique, le politique, la transformation sociale, et on vise à tout prix à ce que nos actions deviennent autonomes. L'Union des coopératives va devenir très progressivement autonome, les mutuelles vont devenir, puis la FEMISCAPO va devenir, et l'université, on est en train de réfléchir comment elle pourrait devenir autonome, et la voie actuellement évoquée en tout cas, c'est d'aller vers une université classique.
La dernière entité, c'est la cellule de plaidoyer politique qui, elle aussi, est transversale. Et ici, je vais me contenter de citer quelques succès. Le premier des succès qu'on a remporté déjà en 2010, c'était la limitation des importations de riz et l'alignement des prix de l'aide alimentaire sur ceux des produits locaux. Je ne sais pas s'il est encore sur le site, il y a un manuel de plaidoyer qu'on avait produit et distribué à toutes les personnes qui sont impliquées dans la décision. C'est la subvention des engrais, c'est l'augmentation du budget consacré à l'agriculture, c'est le blocage de la loi confiant la gestion de l'assurance maladie à une société privée belge, c'est la politique nationale de protection sociale, c'est une loi spécifique aux coopératives, c'est pas encore bien acquis une fiscalité spécifique aux coopératives, c'est l'insertion de l'agriculture familiale dans les politiques agricoles. Chaque État africain est obligé de produire un programme national d'investissement agricole, le PNIA, et avec les autres acteurs de la société civile, nous avions réussi à imposer que le mot agriculture familiale y soit reconnu. La révision de la stratégie de la privatisation de la filière café, qui était imposée par la Banque mondiale, ça c'est un des résultats les plus emblématiques en soutien à la Confédération nationale des caféiculteurs. C'est la politique nationale de l'emploi. Ce n'est pas vraiment notre initiative, mais on y a joué un rôle important. Par contre, la stratégie nationale de l'emploi des jeunes, c'est certainement de notre initiative. Aujourd'hui, en cours, c'est le plaidoyer sur la participation des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. Un élément extrêmement important sur lequel je reviendrai, c'est les cellules de veille genre et droits humains. Dans des contextes comme ceux du Burundi, ce sont des contextes où les hommes se considèrent de la part de la tradition comme des êtres presque suprêmes dans la famille, avec des maltraitances basées sur le genre, on pourrait dire, avec une société qui se déchire, d'abord déchirée par les conflits fonciers, ensuite déchirée par les conflits politiques ou le conflit politique, avec surtout des modes de gestion des revenus qui sont extrêmement défavorables aux femmes. Pratiquement, les femmes ne gèrent que des petits fonds qui proviennent de la vente des cultures vivrières. Et généralement, c'est pour s'acheter un peu de sel et d'huile. Les vrais moyens étant détenus par les hommes. Nous avons commencé il y a, je pense, 4-5 ans, à mettre en place dans chaque communauté, dans chaque coopérative, des cellules de veille genre et droits humains qui servent de conseil à tous les couples qui commencent à manifester des tensions entre elles, du gaspillage de ressources, du mépris des femmes. Et ces cellules sont en train de jouer un rôle considérable pour créer de la cohésion sociale. Ils sont aujourd'hui, la situation, ce sont des choses qui sont difficiles à croire, mais aujourd'hui, dans certaines communes, sur certaines collines, où se trouve une concentration de coopérateurs, les personnes, au lieu d'aller régler leurs problèmes en justice, vont d'abord les régler au sein de la cellule de veille genre et droits humains, qui est neutre, politiquement neutre et qui est apprécié. Cela, évidemment, n'est pas facile parce que les personnes qui tiraient profit des conflits
ne le voient pas d'un bon œil. Je vais plus ou moins terminer en présentant très rapidement le tout récent programme Entre développement et paix à ADISCO, qui va de septembre 2019 à août 2022. Le programme porte le nom de Consolidation de la paix, réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire à travers le renforcement des organisations de base. Donc, c'est la paix, c'est la réduction de la pauvreté, l'insécurité alimentaire et c'est le renforcement des organisations. Pour dire que ça va en droite ligne des priorités d'ADISCO. Le programme est mené dans une région écoclimatique qui s'appelle Bouguestera, qui est vraiment fortement tributaire des changements climatiques et des conflits. C'est la région proche du Rwanda et vous pouvez vous imaginer toutes les migrations, tout ce que cela peut entraîner dans une région qui est en insécurité. Le premier résultat vise l'augmentation de la production agricole en aidant les paysans à se projeter dans l'avenir pour améliorer les exploitations résilientes au changement climatique. Le second vise la formation des animateurs endogènes et des techniciens pour améliorer leurs compétences dans l'accompagnement du paquet technique agricole, la protection de l'environnement, le financement des exploitations et l'amélioration des relations hommes-femmes, hommes avec deux M, je m'excuse. Le troisième résultat, c'est porter à échelle l'approche Aguruka pour permettre aux ménages de développer des initiatives entrepreneuriales, d'améliorer le cadre et les conditions de vie, la gestion participative, l'hygiène, l'habitat décent, la cohésion sociale, grâce à ces cellules de veille genre et droits humains qui deviendraient des modèles de gouvernance au sein des communautés. Je dirais plutôt des modèles de promotion de la gouvernance au sein des communautés. Le résultat 4, c'est les coopératives qui sont ancrées à la base, donc ils reposent à la fois sur les IGG et aussi les cellules de veille. Ils se sont connectés aux mutuelles. C'est extrêmement important de dire, d'affirmer fortement que la croissance n'entraîne pas l'amélioration des conditions de vie. Donc, un programme qui améliore les moyens d'existence, enfin les moyens d'existence ne conduit pas forcément à l'amélioration des conditions de vie. L'argent n'est pas forcément investi dans l'amélioration des conditions de vie. Donc, on travaille sur la connexion entre les mutuelles de santé et les services qui sont rendus. Et tout cela se transforme progressivement dans des espaces d'apprentissage de la démocratie, de la bonne gouvernance pour une citoyenneté responsable. Le dernier résultat porte sur le renforcement, évidemment, de l'UACOM, l'Union Aguruka, qui est devenue une initiative, une entreprise même d'économie sociale et solidaire, capable d'influencer les politiques grâce au renforcement du leadership à travers l'UPH, devenue elle-même un espace de réflexion du mouvement coopératif au Burundi. Résumé, tout ce que je viens de dire, c'est quelle perspective? Les perspectives, c'est que, en principe, ce que nous voudrions avoir à partir de 2022, c'est que l'ensemble de ce travail qui a été conduit puisse s'autonomiser, en tout cas, s'autonomiser d'ADISCO et rentrer dans ce que nous appelons le mouvement Aguruka, c'est-à-dire une instance de concertation entre tous les éléments de ce dispositif, de ce mouvement social que nous sommes en train de construire et les différents maillons de ce mouvement vont s'articuler ensemble de telle sorte que
tout en gardant une autonomie de gestion, mais surtout une autonomie institutionnelle, parce que les lois même les lois qui gèrent, par exemple, une université populaire, les lois qui gèrent une coopérative, les lois qui gèrent une mutuelle de santé sont totalement différentes. Donc, chaque maillon va garder son autonomie, mais on va rester ensemble, on va avoir les mêmes valeurs et on va avoir des interconnexions de telle sorte que les valeurs puissent continuer à être ensemble et pour que nous puissions continuer à nous soutenir mutuellement. Et on n'est pas seul, on travaille avec des acteurs externes, certains que nous soutenons, d'autres moins. Par exemple, le FOPABU en bas à gauche, le Forum des producteurs agricoles du Burundi, n'est pas, il est dans le mouvement sans y être, puisqu'il y a des coopératives. Il y a comme un membre, mais il y a des organisations qui sont en dehors. Le consortium des coopératives de café, la Confédération nationale des associations des caféiculteurs, la plateforme des acteurs des mutuelles. Donc, on va rester dans cet environnement-là. L'idée est que, en tout cas, ADISCO se réoriente. ADISCO va être ce qu'on appelle l'accompagnateur du mouvement, mais lui-même ne va plus être à l'impulsion pour donner de l'espace au développement de chaque maillon du mouvement. Je voudrais terminer en vous disant, en vous affirmant que notre engagement, et je parle au secrétaire général m'a donné le mandat de le dire fortement, que chaque cent de votre appui contribue à sauver des vies et à les rendre plus dignes. Merci. Murakoze, c'est merci en Kirundi. Un énorme merci à vous, Déo. C'est une chance extraordinaire pour nos 47 personnes qui sont présentement en ligne de pouvoir vous parler. Et on vous invite à poser vos questions dans la chat box, dans la boîte de conversation. C'est comme la bulle de parole. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez faire Alt H pour pouvoir y inscrire vos questions et on les prendra. Pour l'instant, je voudrais présenter le livre que Déo a écrit qui s'appelle « Pour la dignité paysanne ». Expériences et témoignages d'Afrique, réflexions, pistes méthodologiques. Ce livre montre que ni le modèle occidental, ni les pratiques standardisées des agences internationales de développement ne peuvent rompre avec le processus d'exploitation qui écrase le monde rural. Déo, il documente les pistes de solutions qui font la différence pour les populations du monde rural, solutions qui commencent par redonner de la fierté aux paysannes et aux paysans, de reprendre le contrôle sur leur propre développement, comme il nous l'expliquait, l'empowerment, de se sauver nous-mêmes. Le livre est disponible auprès de Jean-Paul Saint-Germain, qui est animateur au bureau de Montréal. Les 40 $ qu'il en coûte seront versés à un fonds pour la dignité des femmes paysannes. Donc, on vous invite à communiquer avec Jean-Paul si vous voulez vous procurer ce livre-là. Nous en avons quelques copies à Montréal. Donc, merci beaucoup encore, Déo, et on va prendre vos questions. Okay. Donc, on avait une première question de Fernand Dumont, qui est un membre très impliqué. Merci Fernand de la question et qui évoque la jeunesse. Donc, Déo, selon les données de l'ONU, il nous indique que l'Afrique est le seul continent où la jeunesse est encore en croissance, contrairement au reste du monde. Qu'en est-il de la pyramide d'âge au Burundi, de l'importance de la jeunesse africaine pour l'avenir de l'humanité? Fernand demande aussi de connaître la moyenne d'âge des leaders et la proportion de femmes aussi dans vos groupes de leaders. Okay. Merci.
Merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante. 60% de la population burundaise a moins de 18 ans. La pyramide de l'âge est vraiment une pyramide pratiquement contraire à celle de l'Occident, avec une toute petite, une proportion vraiment minime des personnes âgées. Et la très grande majorité de la pyramide est celle des jeunes. La moyenne d'âge des leaders, tiens, on vient de terminer une étude très précise, c'est 41,2 ans. Donc, c'est plutôt quand même des personnes d'un certain âge, ce sont des paysans. Et c'est cela la moyenne d'âge de notre intervention. Le pourcentage des femmes dans le mouvement est de 60%. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, je vais vous étonner en vous disant cela. Les femmes, effectivement, d'abord, c'est elles, les paysannes. C'est elles qui vraiment sont responsables de l'agriculture. Et donc, on pourrait dire finalement que le choix qui est fait, il est excellent. Mais le problème est que la femme ne détient pas la décision sur le devenir de l'exploitation familiale. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'une des migrations que nous sommes en train de faire, c'est de travailler sur la famille, de faire profiter les formations au couple. Sinon, c'est presque impossible d'améliorer une exploitation familiale quand le décideur n'est pas là. Parfait. On a un message de Nicolas qui nous dit bravo et félicitations pour ce beau travail. Merci de ce témoignage. Merci Déo. Donc, juste de l'encouragement pour votre travail. On a également un commentaire de Pascal André qui nous dit oups, je viens de perdre mes questions. Ça sera pas long. Qui nous dit merci beaucoup pour votre témoignage qui nous permet de comprendre la portée de nos dons à l'œuvre. Longue vie à votre travail à caractère humanitaire et social. Dans la synthèse de votre livre que nous pouvons lire en ligne, en parlant de l'approche que vous privilégiez, vous soulignez l'impact sur l'ascension spirituelle selon les convictions de chacun. Pouvez-vous nous parler de ce que vous entendez par cette ascension spirituelle et ce qu'elle produit à la fois chez la personne, dans leur communauté et la société? Merci beaucoup pour cette question. Cette question est une question véritablement essentielle. Je ne pourrais jamais le répéter assez. Les problèmes auxquels nous faisons face au Burundi ne sont pas, oui, non, si je dis cela, je me trompe, mais franchement, ce ne sont pas essentiellement des problèmes de pauvreté matérielle. Les paysans sont très pauvres, si vous voulez. Je vous l'ai dit, nous avons un IDH des plus faibles du monde. Néanmoins, ce que nous avons découvert est que les personnes aujourd'hui ont été anéanties. Les personnes sont véritablement anéanties par le fatalisme. On les a mis dans des situations telles qu'elles ne croient plus en leur avenir. Les personnes n'ont plus aucune ambition. Les personnes n'ont plus aucune aspiration vers le mieux, avec comme conséquence que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour apporter de la technologie, du crédit, ça ne change absolument rien. Tant qu'une personne n'a pas retrouvé le sens de sa vie, à quoi je sers sur cette terre?
tant qu'une personne n'a pas réussi à se donner une certaine valeur, quand j'entends qu'il y a 47 personnes en week-end, je connais un petit peu l'Occident, qui aujourd'hui ont décidé d'abandonner, de consacrer une partie de leur travail. Quand je vois des personnes qui vont mobiliser les autres, c'est parce que ces personnes croient en un idéal. Et dans des sociétés comme les vôtres, je ne peux que vraiment vous féliciter. Comment insuffler ça aux populations africaines? Comment relier le travail qu'il y a à des valeurs spirituelles de notre communauté? La culture burundaise était une culture vraiment liée à Dieu, celui que nous appelons Imana, Dieu. Le pays s'est aussi beaucoup christianisé. Mais maintenant, comment convaincre la personne qui est dans la pauvreté que cette personne peut se relier à des valeurs, que cette personne peut s'en tirer, que cette personne n'est pas maudite, que cette personne, ce ne sont pas les sorciers ou les féticheurs qui l'ont détruit? Voilà l'enjeu du travail de développement, de la formation psycho-humaine. Alors, cette formation psycho-humaine a quelque chose qui ressemble assez bien à ce que vous appelez en Occident la formation personnelle. Et voilà ce que je peux dire en résumé. En fait, ça devait être le tome 2 du livre, mais on discute encore pour savoir s'il faut l'éditer ou plutôt s'il faut le garder sous forme de module de formation. Merci, Déo. On a une question et un commentaire de Louise qui vous remercie pour la présentation très claire d'un effort complexe et ambitieux. Elle demande que veut dire initiative de renforcement de la coexistence pacifique en période électorale. Comment le vivez-vous? Oui, je vous ai expliqué combien la problématique de l'emploi des jeunes, comment la question de l'emploi des jeunes est très importante au Burundi. Au Burundi, en Afrique aussi d'ailleurs, là, les jeunes n'ont pas d'emploi. En tout cas, n'ont pas d'emploi formel. C'est très, très difficile pour eux d'accéder à un emploi formel. Il y a des partis. La première chose, la première démarche, c'est de s'orienter vers les partis au pouvoir en espérant qu'on peut trouver un emploi. L'autre option, c'est de dire, je n'ai pas trouvé au sein du parti au pouvoir, donc je vais rentrer dans les partis de l'opposition. Si vous regardez l'histoire des dernières années de notre pays, les jeunes ont joué un rôle clé dans le conflit. Ils sont perdus, ils n'ont rien à faire. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Si vous avez regardé la diapositive qui était justement relative à cela, c'était des jeunes qui avaient des t-shirts de plusieurs partis politiques. Les logos des principaux partis politiques du Burundi étaient là. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est de les mettre ensemble, de les faire dialoguer, que nous avons fait. Ça, c'était vraiment en 2010 et aujourd'hui en 2020. En 2010, on travaillait avec une organisation qui s'appelle Search for Common Ground. Cette année, on travaille pratiquement seul. La première chose, c'est de mettre ces jeunes ensemble en leur disant pourquoi vous vous battez. Parce que justement, ces jeunes déclenchent des mécanismes d'entrée en conflit ouvert, manipulés par des politiciens. Et donc, la première chose, c'était de les mettre ensemble et de dire, vous vous battez pourquoi?
nous sommes en période électorale, un parti va gagner, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Vous habitez sur la même colline, dans le même village, vous serez obligés de continuer à vivre ensemble, à travailler ensemble. Ça, c'est la première chose que nous avons. Il y a des experts en gestion de conflits, donc qui ont en prévention des conflits, qui s'y sont ajoutés, et donc qui ont aidé ces jeunes qui parfois étaient mais en conflit ouvert, hein? C'est-à-dire ils saccagent les maisons des partis opposés, ils brûlent les maisons, ils brûlent les champs, ils brûlent les permanences. Et évidemment, certains vont en prison. Et donc, ce dialogue-là, cette médiation qui a commencé. En second lieu, nous avons utilisé cette approche des IGG, c'est-à-dire les groupes d'autopromotion. Nous les avons mis contrairement à la stratégie. La stratégie classique que nous utilisons, c'est que les IGG, les membres des IGG se recrutent parmi des jeunes qui ont confiance les uns dans les autres. Mais cette fois-ci, on a violé cette règle. On les a mis dans des groupes en disant, vous devez à tout prix inclure les membres des autres partis politiques. On ne rencontrera pas des jeunes qui sont du même parti politique dans ces mêmes groupes. Ils ont commencé à planifier ensemble des actions. Ils ont commencé à mobiliser quelques ressources. Et évidemment, cela a permis. Il y a des jeunes qui nous disaient, mais moi, je ne pouvais pas parler à celui-là. C'est impossible, c'est un ennemi, il est méchant, Donc, les jeunes ont commencé par le travail commun à parler ensemble. Ce travail ne s'est pas arrêté au niveau des petits groupes. On a fait dialoguer maintenant les jeunes et le projet actuel travaille encore sur ça. Il existe différentes associations des jeunes au niveau provincial, au niveau national. Donc, on fait aussi dialoguer les jeunes à des niveaux beaucoup plus élevés. On comprend que c'est une question très complexe et la paix, réconciliation, la démocratie. Donc, merci pour cette explication d'initiatives très innovantes que vous faites. Mais compliqué, hein, compliqué. Oui, complexe, effectivement. Evelyne a une question. Parmi les jeunes chômeurs au Burundi, savez-vous quel est le pourcentage de jeunes femmes? Je ne l'ai pas sous la main, mais on a des études assez détaillées. Le pourcentage des femmes est généralement plus élevé. Dans les zones de concentration, on le voit très clairement. Avec, j'allais dire en prime, alors que c'est le contraire de d'une prime. Je voudrais dire avec comme conséquence encore plus dure, le fait qu'en général, ces femmes deviennent femmes mères très rapidement et laissées pour compte. Je peux trouver des chiffres, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas en tête. Je peux l'envoyer à Cécile. Il n'y a pas de problème, on comprend. Une question de Patrick qui nous demande, y a-t-il des canaux de collaboration avec d'autres organisations locales opérant dans d'autres régions permettant de créer un effet multiplicateur à l'échelle du pays? Comment cela se développe davantage? Ou comment on peut développer cela davantage? Oui, cette question est essentielle, évidemment. Si vous jetez un coup d'œil sur ce que nous appelons le schéma du mouvement paysan, il est tout à fait clair que ce n'est pas seulement ADISCO qui a construit, par exemple, la politique nationale de l'emploi.
ADISCO promet par exemple des mutuelles de santé des caféiculteurs du Burundi. Par exemple, l'Église catholique faisait la promotion des mutuelles de santé dans le diocèse. Aujourd'hui, ils se sont détachés du diocèse pour devenir plus indépendants en créant ce qu'on appelle la Mutualité nationale de santé. Il existe une organisation belge qui s'appelle MEMISA, spécialisée dans la santé, qui promet aussi des mutuelles dans 2 provinces. Et je pourrais dire que la réussite d'ADISCO, la force d'ADISCO, c'est d'avoir réussi à fédérer toutes ces personnes dans une plateforme nationale, la plateforme nationale des acteurs des mutuelles de santé du Burundi, dont j'ai été un peu le fondateur, j'ai été le président pendant sa naissance jusqu'en 2016, quand j'ai quitté le travail de secrétaire général d'ADISCO. Ça, c'est la même chose dans le monde rural. Dans le monde rural, il existe des organisations qui sont en accompagnement du monde rural, donc des coopératives, des organisations paysannes. Il existe des organisations d'appui, il existe des organisations paysannes qui sont regroupées dans une plateforme que nous avons soutenue, que nous continuons à soutenir, qui s'appelle le FOPABU, le Forum des producteurs agricoles du Burundi. Et par exemple, aujourd'hui, c'est le FOPABU qui fait le plaidoyer agricole. Il y a 15 organisations d'appui au développement rural et il y a 25 organisations paysannes. Et donc, dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là, le FOPABU, que nous faisons du plaidoyer au niveau national. Chaque acteur peut continuer à porter sa propre initiative, mais nous avons convenu de faire porter ça par le FOPABU. C'est ce que nous appelons le groupe de plaidoyer agricole, qui comprend donc une quarantaine d'organisations. Nous avons travaillé à sa structuration, nous continuons à les soutenir, mais c'est des plateformes qui nous dépassent déjà, qui sont au-delà du travail d'ADISCO. Et donc, évidemment, nous travaillons, c'est ce que j'ai dit, nous travaillons à la fois au niveau micro, au niveau méso, et même un petit peu au niveau macro. Ce qui vous permet de travailler en collaboration et, comme on dit ici, pas en silo. Donc, on a un message de Mme Louise Boissonneau, qui sera l'avant-dernière question, parce qu'on veut respecter aussi votre temps, Déo. Oh, c'est le vôtre qui est précieux. Moi, je n'ai aucun problème de temps samedi. C'est trop généreux. C'est un privilège de vous entendre. On entend votre élan, votre espérance, vos capacités et votre amour à l'œuvre pour le bien des gens du Burundi. Est-ce que l'alphabétisation joue un rôle dans votre formation pour redonner la confiance aux gens dans leurs capacités? Bon, c'est une bonne question. Les initiatives d'alphabétisation ont été portées par des coopératives. Tiens, particulièrement par une coopérative appuyée par Développement et Paix dans une région. C'est la photo que vous voyez là projetée, je pense. Je pense bien, vient de cette région-là. Et c'est une coopérative de transformation du manioc. Eh bien, cette coopérative, dès le départ, a lancé un centre d'alphabétisation que nous avons soutenu. Pour être honnête, il n'y a pas un programme d'alphabétisation qui est directement soutenu par ADISCO. Par contre, les initiatives, il y en a comme ça 3 ou 4 qui ont été lancées par des coopératives ou par des mutuelles, on les a soutenues. Est-ce que ça améliore vraiment le pouvoir? Je vais m'excuser pour dire, moi, personnellement, dans ma carrière, je n'ai vu que
2, 3 personnes. Il existe vraiment quelques personnes qui ont été renforcées, qui ont pu avoir des capacités fonctionnelles. Les gens peuvent arriver à lire, hein, à écrire, mais avoir véritablement des capacités fonctionnelles de calcul, de planification, de réflexion, c'est resté assez faible. Au Cameroun, au Congo, on avait j'ai travaillé sur des programmes d'alphabétisation et j'ai été très déçu. Donc, je m'excuse. On n'a pas vraiment inclus cela. Par contre, quand des initiatives, des groupes se mettent en place, on les soutient. C'est très bien. Donc, la dernière question de Cécile. Dans cette présentation et dans votre livre intitulé « Pour la dignité paysanne », une des réflexions dominantes du livre concerne le fait que les politiques de développement et donc les projets sont standardisés et formulés dans le Nord, dans les agences internationales de développement et imposés au Sud, et donc ne tiennent pas compte des spécificités locales. En quoi le partenariat avec Développement et Paix diffère de ces pratiques standardisées ou mondialisées et quelle en est la valeur ajoutée? J'ajouterais même de quelle façon Développement et Paix vous aide à contrer peut-être des obstacles que d'autres organisations ne pourraient pas vous aider à contrer. Merci beaucoup. C'est évidemment des questions fondamentales, celles-là. Je m'imagine que dans le groupe, il y a des personnes qui ont plus ou moins qui ont travaillé avec des grandes agences de développement. Comment fonctionne aujourd'hui l'Agence française de développement? Comment fonctionne l'Union européenne, les projets de l'Union européenne? Comment travaillent les projets de la Banque mondiale et même de la Banque africaine de développement? C'est-à-dire, en fait, ou même les programmes de coopération bilatérale. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne essentiellement par ce qu'on appelle des appels à projets avec ce qu'ils appellent des lignes directrices, des guidelines. Alors, il suffit de regarder de près ces lignes directrices. Ces lignes directrices vous disent exactement ce que vous devez faire. Ces lignes directrices, en fait, cadrent totalement le projet et vous ne pouvez pas vous en écarter. Je vais aller plus loin. Si vraiment vous analysez en profondeur les recommandations qui sont faites par des organisations comme la Banque mondiale aujourd'hui et les coopérations multilatérales, bilatérales et multilatérales, le développement se limite essentiellement à technologie. Les paysans sont pauvres parce qu'ils ne connaissent pas, donc il faut les former. Donc, il faut leur apporter de la technologie, il faut leur apporter des connaissances et il faut leur apporter de l'argent, soit via le microcrédit, etc. Cela fait des années, on sait très très bien que de tels projets, ils ne durent que l'espace de la rosée. Tout le monde sait ou a déjà vu ce qu'on appelle des éléphants blancs en Afrique. C'est-à-dire, j'ai vu que Serge Blais était en ligne quelque part. Il en a vu. Et donc, l'approche de développement était, je n'ai pas encore vu de ligne directrice. La méthodologie qui est utilisée par Développement et Paix, par ADISCO, c'est évidemment d'identifier des partenaires avec lesquels ils partagent les valeurs, dans lesquels, je m'imagine, il y a des hommes qui sont capables d'impulser des programmes, mais surtout des personnes qui alors se mettent à l'écoute des populations, qui peuvent, avec ces populations, commencer à réfléchir.
Au début, c'est des diagnostics. Des diagnostics qui peuvent se faire via les outils qui sont connus dans le développement, mais aussi d'autres aspects pour, qui peuvent être pris en compte dans la construction de programmes cohérents. Et c'est ça. Donc, ce ne sont pas des programmes conçus par DP ni par ADISCO. Ce sont des programmes qui sont d'abord conçus avec la participation des populations dans le contexte de ces populations. Et c'est extrêmement important. Je voudrais dire quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui croient que les programmes de développement, ça prend du temps. Je sais qu'aujourd'hui en Europe, enfin, excusez-moi, dans les pays développés, il y a une certaine fatigue de dire on verse de l'argent comme si c'était dans un pot qui est troué. Eh bien, je voudrais répéter, insister sur le fait que le développement prend du temps. Il prend énormément de temps. La preuve, c'est qu'on a apporté de l'argent, on a apporté de la technologie à des organisations. En 3 ans, on est parti. C'est tout à fait clair. D'abord parce que, on n'a pas, les personnes à qui on a apporté de l'argent et de la technologie ne croient pas du tout à l'agriculture, ne croient pas en eux. La deuxième chose, donc on n'a pas travaillé sur l'être des gens, on n'a pas travaillé sur le moi, sur l'être. La deuxième chose, ces populations-là, on ne les a pas aidées à s'organiser. Et donc, finalement, à la fin du projet, qui gère les moyens qui sont là-bas? Comment on s'assure que ces personnes ont les compétences nécessaires? Et surtout, et je vais terminer par là, par quelque chose que j'aime bien dire, je m'excuse. J'ai essentiellement travaillé, je vous l'ai dit, dans 3 pays. En RDC, j'ai travaillé sur le programme Tommy Bikissa, où on avait amélioré la production du riz. Eh bien, nous avons travaillé sur l'amélioration du riz. On a presque doublé les revenus. On a mis en place des systèmes de transformation. On a mis en place, on a aménagé des routes. Et puis, on a développé des systèmes d'acheminement de ce riz vers Kinshasa, la grande capitale congolaise. Et puis, c'était en 1993. Le Congo a été soumis à l'embargo, à des sanctions, notamment de la Belgique. La Belgique a décidé, parce que vraiment c'était grave, en 1993, il y avait des pillages dans la ville de Kinshasa, c'était la débandade. Donc la Belgique a libéré les sanctions. Il a distribué de l'aide humanitaire dans la ville de Kinshasa. En une journée, s'il vous plaît, en une journée, le sac de riz qui se vendait à $60, pardon, sur notre projet, le sac de riz de 50 kilos se vendait à $60, eh bien, il est tombé à $23. Donc, un travail qui a été construit en 7 ans, il s'est effondré. C'était des fonds allemands, 4 millions de Deutschmark qui partent en fumée. Quand je rentre au Cameroun, en 1998, même chose. Mes collègues avaient construit un magnifique programme de soutien à l'aviculture paysanne. Et juste à ce moment-là, après quelques temps, moi je suis arrivé, j'ai été nommé directeur du programme rural. Et j'ai soutenu fortement ce programme. Mais 2 ans après, tout ça s'est effondré. À cause de quoi? À cause des importations massives de poulet congelé. Donc, bon, c'était une grosse organisation qui avait beaucoup de moyens, mais ils avaient quand même perdu un de ses meilleurs programmes.
Au Burundi, quand j'arrive, en 2005, une organisation qui s'appelle INADES avait vraiment soutenu la structuration du mouvement des caféiculteurs en espérant qu'ils allaient participer à la privatisation de la filière café. Ce qui se passe, c'est que la Banque mondiale vient et elle impose une stratégie à elle de confier le café, la gestion du café à des multinationales. Voilà. Donc, s'il y a encore des gens qui croient que faire du développement, c'est apporter de l'eau, c'est construire un centre de santé, eh bien, ces personnes n'ont rien compris. On est en train effectivement de jeter de l'argent dans des trous. Et c'est simplement en aidant les gens à s'organiser, en redonnant de la confiance, en aidant les gens à s'organiser, en aidant les gens à avoir un pouvoir politique de négociation qu'on peut véritablement travailler sur le développement. Sinon, on va construire des modèles à l'occidental dans laquelle il y a une classe de 5-10% qui possède 90% de la richesse mondiale et qui exploite les autres. Le modèle est connu. Le coronavirus, j'espère qu'il fera au moins réfléchir sur cette question du modèle de notre société. Merci beaucoup, Déo, et merci à tous ceux qui ont posé des questions et sont intervenus. C'est un message très inspirant et un message qui porte en ce week-end de solidarité. On sent bien, Déo, votre attachement et tout votre engagement envers votre pays. C'est très inspirant pour nous. Donc, un grand merci pour votre générosité de temps aujourd'hui. Bien entendu, comme je le mentionnais, nous ne pouvons pas aller à votre rencontre physique, vous, nos chers membres et donateurs, ce week-end. Alors, afin de mitiger l'impact du COVID-19 sur notre capacité financière à soutenir des partenariats tels que celui avec Adisco et Déo, nous menons actuellement une campagne virtuelle. Donc, c'est le message du commanditaire. Nous vous invitons à donner de différentes façons. Bien entendu, la plus simple, c'est par notre site web. Donc, vous avez l'adresse à l'écran. Par téléphone, si ce n'est pas possible pour vous de le faire via le web, on a des gens qui sont disponibles à prendre vos appels dans les prochains jours. Par un chèque, la façon la plus traditionnelle, avec l'adresse qui est à l'écran. Mais comme je le mentionnais aussi en début de rencontre, on fait ce travail avec ces webinaires. C'est le 7e qu'on fait avec des groupes de travail qui sont là pour nous soutenir, pour recruter des dons mensuels. Les dons mensuels sont la façon la plus simple et la plus appréciée chez Développement Épais parce qu'elle nous permet d'avoir des revenus stables, peu importe la situation. Présentement, on vit une situation difficile, mais les dons mensuels continuent à entrer. On comprend que la situation peut amener nos membres et nos donateurs à vivre des difficultés financières eux-mêmes. Donc, on vous invite à donner à la hauteur de votre capacité, bien entendu, mais vous êtes déjà près de 5 000 à souscrire à cette façon de donner. Parce que c'est la plus simple, parce que vous avez juste à remplir le formulaire de don une seule fois, préférablement avec un spécimen de chèque, et on va y arriver. Donc, voilà les différentes façons de donner en ce carême de partage virtuel. Je tiens à remercier toute l'équipe qui est avec nous pour ce webinaire ce matin. Marie-Hélène Bachand qui est en arrière-scène avec moi. Geneviève Galland qui est directrice de l'engagement du public. Et Richard Pomainville, trésorier au Conseil national de développement épais, qui nous a fait la prière en entrée de jeu. Et bien sûr, notre invité spécial ce matin, Déo Nyonkuru. Merci infiniment, encore une fois, pour votre partage. J'espère que ça a été apprécié là, et j'en suis certaine par tous les gens qui étaient présents. Et si vous êtes bilingue, ben, on vous invite à
à vous joindre à nous cet après-midi où nous rencontrerons un autre partenaire CPT avec le milieu anglophone. Donc, un grand merci. Je ne sais pas si Geneviève, Richard ou quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a eu vraiment une belle expérience ce matin. En tout cas, Oui, merci et beaucoup de courage dans le confinement. oui, c'est ça. On vous remercie énormément. Puis un gros prière. On est dans la prière pour la santé et sécurité de tout le monde. Et on est reconnaissante. C'est pas un facile temps pour demander des dons. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est un de plus notre force, c'est qu'on a beaucoup de petits dons. Alors, il y a des organismes avec plein, des gros donateurs. Nous, c'est des catholiques dans les paroisses, les membres, les donateurs ici et là, et chaque petit don fait une grosse différence. Alors, on utilise par exemple si les gens s'abonnent pour comme 5 ou 10 dollars par mois, ça va nous aider à soutenir. Et en espérant qu'en mieux parfois, vous pouvez augmenter le montant dans un autre moment. Mais on apprécie toutes vos intentions et tout qu'on fait ensemble, c'est apprécié. Merci Geneviève. Merci tout le monde. On vous souhaite un beau week-end de solidarité et on pense à vous. Nos pensées sont avec vous. On est tous confinés chez nous, mais je pense que ce moment-là nous a permis d'être ensemble pour Développement épais. Donc, merci beaucoup tout le monde.